sur cette diapo, vous voyez les thèmes proposés, donc les titres des TD proposés. Donc, comprenez bien que tous les thèmes parlent sur les applications de production des protéines recombinantes. Biomédicaments, on vous a très bien expliqué en cours, donc on se focalise plus sur les protéines recombinantes. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de les synthétiser par voie chimique ou par voie de synthèse, parce que ce sont des grosses molécules avec une complexité très importante. Et du coup, pour produire ces biomédicaments qui sont, entre parenthèses, des protéines recombinantes, on aura recours à utiliser je voulais dire, des outils de génie génétique, hein. Beaucoup plus des outils de génie génétique pour produire ces protéines. Alors, je résume. Donc là, vous voyez les thèmes proposés. Le premier thème donc, parle sur l'application d'une production d'une protéine recombinante dans un système prokaryote. Donc, on va commencer par le cas le plus simple, un système prokaryote, pour produire une protéine. Le deuxième TD, c'est une application de production d'une autre protéine recombinante, mais dans un système eucaryote inférieur. Exemple, la levure. Le troisième TD, donc c'est une application, encore une fois, pour produire une protéine recombinante chez un système eucaryote mammifère supérieur. C'est des cellules mammifères. Donc, c'est eucaryote supérieur. La même chose pour le TD numéro 4, production d'une protéine recombinante chez un système eucaryote supérieur plante, cette fois-ci. Vous allez voir qu'on peut produire des protéines recombinantes chez des cellules végétales. Et cinquième TD, donc toujours un autre système eucaryote supérieur, mais c'est un autre type de cellules, c'est des cellules d'insectes. Voilà. Et à la fin, on fera une science pour comparer ces différents systèmes. Vous voyez, donc le programme, euh, c'est comme une application. C'est des applications pour comprendre comment produire les protéines recombinantes. Est-ce que vous comprenez ce que vous allez faire dans votre TD? Oui, monsieur. C'est très important. C'est le point que j'insiste à chaque fois avec mes étudiants, c'est de comprendre, c'est d'avoir une vue globale de ce que vous allez avoir dans votre module. Car un schéma général, ça vous permet vraiment de comprendre les choses les plus importantes à apprendre, etc. Voilà, donc je passe. Alors oui, très bien. Ici, je vous ai préparé une diapo très importante qui illustre le schéma de base pour la production des protéines recombinantes. Alors, c'est ça votre module, hein. Le module d'ingénierie des biomédicaments, c'est tout ça. C'est ce schéma-là. Ça commence du gène d'intérêt qui code pour une protéine recombinante, c'est-à-dire un biomédicament. C'est tout ce processus et ces étapes que vous devez apprendre par cœur. C'est ça votre module. Regardez, ça commence à partir de gènes d'intérêt. On l'appelle insert. On l'appelle insert. C'est le gène d'intérêt qui va coder pour la protéine recherchée. Ce gène doit être cloné dans un vecteur. Alors, faites attention aux termes, hein. C'est des termes clés, des termes scientifiques que vous devez utiliser dans vos réponses. Là, on l'appelle gène d'intérêt. Il y aura cette flèche, c'est un clonage. C'est le clonage dans un vecteur. Alors, un autre mot, c'est les vecteurs. C'est quoi les vecteurs? Il y a plusieurs vecteurs. Donc, c'est le cours Anaya. Il y a des vecteurs qui peuvent être des plasmides généralement ou des phages. Ensuite, regardez une flèche
Il y a une amplification. Il y a une amplification de ce vecteur. On parle là des banques d'ADN. Des banques d'ADN. Ensuite, ces vecteurs-là doivent être transformés dans des cellules hôtes. Alors, c'est la transformation. C'est quoi la transformation? C'est le transfert de matériel génétique. C'est le vecteur dans une cellule hôte. C'est quoi une cellule hôte? C'est les différents thèmes qu'on va aborder dans cette idée. Donc, vous voyez, ça peut être une cellule mammifère, supérieure ou inférieure, cellule d'insecte, cellule, une levure, ou bien une cellule bactérienne. Donc, c'est le système prokaryote. Ensuite, une fois que vous avez la transformation, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la production, l'expression de ce gène-là. Ce gène-là, il va être exprimé dans ces cellules hôtes. Pour produire quoi? Pour produire effectivement donc la protéine d'intérêt. Ensuite, vous avez la formulation pour avoir un produit fini, c'est-à-dire une protéine, une substance ou une protéine recombinante. Et à la fin, vous allez voir le développement de biomédicaments. Il y a un développement préclinique, un développement clinique avec les trois phases, la phase 1, phase 2, phase 3. Il y aura un développement post-IMM. Donc, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est la phase numéro 4. Alors, ce schéma, c'est apprendre par cœur. Néanmoins, mettez dans vos têtes que ce schéma-là, c'est de base, hein. Il y a, on le fait déjà en L2. Si vous avez passé en L2, si vous vous rappelez, vous avez le modèle biotech en L2. On vous a parlé sur ce schéma-là. C'est la production des protéines recombinantes. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous, ça. Vous êtes en M1, donc l'objectif là, il faut apprendre le modèle en M1, c'est pas d'apprendre ce schéma. Ce schéma, c'est clair, mais c'est d'apprendre par cœur ce qui se passe dans chaque étape. Regardez, le gène d'intérêt. Le gène d'intérêt, Naya, il faut maîtriser d'abord comment isoler ce gène. Comment isoler ce gène? Pour faire, il y a des techniques. Par exemple, la RT-PCR, ou bien la PCR en temps réel. Ensuite, il y a un autre outil qui est la métagenèse dirigée artificielle. Donc, c'est la métagenèse. Pourquoi on fait de métagenèse à ce niveau-là? Donc, c'est ça. Ensuite, regardez, je vous ai dit que le gène d'intérêt doit être cloné dans un vecteur. Donc, vous devez apprendre et maîtriser c'est quoi le clonage. C'est quoi le clonage avec donc, les enzymes de restriction, la ligation. C'est ça les mécanismes que vous devez maîtriser et apprendre. Ensuite, je vous ai dit, il y a ici la transformation de l'hôte. C'est quoi la transformation? C'est le transfert de vecteurs dans une cellule hôte. Il y a des méthodes chimiques, des méthodes physiques, biologiques. Il faut les maîtriser, il faut les apprendre. Ensuite, vous avez une fois, une fois vous avez fait la transformation de l'hôte, il faut faire ce qu'on appelle la sélection des hôtes recombinantes. Recombinante, ça veut dire l'hôte qui a reçu effectivement le plasmide. Donc là, on l'appelle le criblage. Alors là, il faut maîtriser ce criblage-là avec les différentes méthodes. Il y a un criblage par le phénotype, il y a un criblage par hybridation, criblage immunologie, criblage par PCR. Ensuite, si vous arrivez à l'expression de la protéine, c'est-à-dire la production, là, vous avez deux volets, deux axes, upstream process et downstream process. Ça veut dire quoi? Comment le produire, les fermenteurs, les bioréacteurs, les milieux de culture, il faut tout ça savoir
les choisir et comment les utiliser. Le downstream process, ça concerne la purification. Après la production, il y a des étapes et des techniques de purification. Alors, ces techniques de purification, encore plus, je vais vous compliquer un peu la chose, elles dépendent du compartiment d'expression de votre protéine. Que ce soit elle est extracellulaire, donc il y a des protocoles de purification. Si elle est cytoplasmique, donc il y a d'autres techniques, ou bien un périplasmique. Voilà. Ensuite, ensuite, il y a voilà, la formulation, j'en passe rapidement, pour arriver au développement de biomédicaments. Pour vous dire que le schéma, c'est un schéma de base. Une Thomas en M1, il faut maîtriser ce que vous aimez ici en flèche. C'est ça. C'est le détail. Il faut apprendre le détail. Regardez. Donc, si on vous pose des questions, hein, regardez bien le schéma. Elle résume le modèle en entier, hein. Si on vous pose des questions sur PCR, RT-PCR, PCR en temps réel, donc vous êtes à ce niveau-là, dans la première étape. Henaya, les PCR, on les applique ici, à ce niveau-là. Des fois, on vous pose des questions sur la métagenèse. Qu'est-ce qu'on fait par cette métagenèse? Qu'est-ce qu'on induit? Qu'est-ce qu'on modifie? Donc, toujours, ça se fait là. C'est la première étape. La cible, c'est le gène d'intérêt. Si vous aurez des questions, par exemple, à l'examen qui concerne le clonage, et bien là, vous êtes ici, à ce niveau-là. Vous êtes dans les vecteurs de clonage et vecteurs d'expression. Donc, il faut comprendre l'histoire des enzymes de restriction et la ligation. Donc, vous êtes à ce niveau-là. Si on vous pose donc des questions sur la transformation de l'hôte, vous êtes à ce niveau-là. Donc, quelles sont les techniques pour transformer votre cellule hôte? Si vous aurez des questions, et vous aurez toutes ces questions, hein, à l'examen, c'est ça. Ça va être un exercice en entier qui, qui débute de là jusqu'à ProDéfini, avec des questions sur tout ça. Vous aurez des questions sur le criblage, une technique ou deux techniques, ça dépend, et des questions sur l'expression des protéines, la production, upstream process, downstream process, les techniques de purification, etc. Vous aurez des questions sur tout ça. La protéine de fusion, il y a beaucoup d'informations. La formulation, le produit fini, pour à la fin, donc voilà, avoir la protéine recombinante. Est-ce que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Euh, une dernière chose, donc, le système idéal de production d'une protéine recombinante tient en compte de plusieurs paramètres. D'abord, il faut avoir un niveau élevé de production. Donc, pour choisir, Thomas, c'est pour ça qu'on vous fait de l'ETD, pour savoir et comparer les systèmes d'expression. C'est quoi un système d'expression? C'est le vecteur plus la cellule hôte, plus les procédés de production, etc. Tout ça, c'est un système d'expression. Donc, il faut choisir un système d'expression pour avoir un niveau élevé de production. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est pour avoir une protéine soluble et active surtout. N'oubliez pas, vous n'allez pas produire une substance chimique de faible poids moléculaire. Vous allez produire une protéine avec toute sa complexité. Avec toute sa complexité, il y a le repliement, il y a les ponts de sulfure, il y a les sous-unités. Donc, il faut vraiment choisir, surtout ici, donc, les techniques qui vous permettent d'avoir une protéine soluble et active, donc qui est dotée de son activité biologique. Sinon, ça ne sert à rien. Pas de protéolyse in vivo, un procédé simple. Voilà, il faut un procédé simple, un procédé de production extrapolable, c'est-à-dire un coût faible. Il ne faut pas avoir c'est-à-dire un système d'expression qui est très, très cher. Et à la fin, donc, la faisabilité, c'est-à-dire on peut le extrapoler de laboratoire vers la production à grande échelle.
vers la production industrielle. C'est ça ce que je voulais dire par procédé de production extrapolable. Voilà. Si vous comprenez ce schéma bien, vous allez, je vous assure que vous comprenez votre module et vous devenez même les questions, le type de questions que vous aurez à l'examen. C'est clair? S'il vous plaît, vous me dites si vous avez des questions sur ce schéma avant de commencer le premier TD. C'est bon, vous n'avez pas de questions? Vraiment, Pardon, j'ai pas entendu. Ça va? C'est clair, monsieur. Ok, très bien. Donc, voilà, et si je reprends les systèmes, voilà, vous voyez, on va commencer avec système prokaryote. Système prokaryote, ça veut dire, Naya, c'est une cellule bactérienne. Cellule bactérienne, on va voir ce qui se passe. Une application, c'est un exemple concret. monsieur, Oui, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer cette figure. d'accord. Je vais vous envoyer au délégué et vous transmettez à tous les étudiants. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous ai dit, donc voilà, premier TD, donc ça va concerner la production de l'interleukine 37B chez Escherichia coli. Hein, vous voyez, donc vous allez produire, plutôt, on va voir comment ils ont produit cette interleukine. Interleukine, c'est une protéine recombinante chez qui? Chez Escherichia coli. Donc, c'est un système prokaryote. Vous avez l'énoncé, on vous a donné l'énoncé, il est en anglais, donc il faut vraiment, c'est de l'anglais scientifique, c'est très facile à comprendre. Et on vous propose des questions, on vous pose des questions sur la procédure et les étapes de la production de cette interleukine chez un système prokaryote. Alors, oui, je viens de me rappeler, donc la participation, elle est notée. Donc, celui c'est-à-dire qui prend la main et répond à la question, c'est 0,025. Hein. Donc, la participation, elle est comptabilisée dans votre compte rendu. Alors, première question. Quelles sont les précautions à prendre pendant une PCR? Hein? Je peux intervenir, monsieur. Je vais vous donner la parole juste là. Vous voyez le type de questions. Et d'ailleurs, même, si vous lisez l'énoncé, hein, راح تلقاوه il est enchaîné, il est structuré selon le schéma que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, on va commencer de gène d'intérêt jusqu'au produit fini. Vous voyez, regardez, Naya. Si vous lisez là en anglais, regardez. On a commencé de- par faire une PCR, par faire une PCR The plasmid, donc c'est le nom de plasmid IL37B, qui contient donc l'ADN complémentaire qui code pour cette cytokine, a été utilisé comme modèle pour la construction d'un vecteur d'expression. En utilisant quoi? En utilisant donc ces amorces-là. Et on vous dit là, IL31B de la protéine mature was amplified by polymerase chain reaction par PCR. Voilà. C'est juste pour vous dire que l'énoncé qu'on vous donne à chaque fois, il est structuré selon le schéma que je vous ai expliqué. Voilà. Je reviens à la question. Donc, quelles sont les précautions à prendre pendant une PCR? Allez-y, mademoiselle. Je vous écoute. Vous êtes parti? Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur, c'est moi. Oui, je vous donne la parole. Ah, Allez-y. c'est la porte des gants qui est nécessaire pour éviter de contaminer le mélange réactionnel ou les réactifs. Oui, mais en fait là, ça fait partie des bonnes pratiques du laboratoire. C'est autre chose là. Hein. Hanaya, la question concerne le détail de la technique. Je vous ai dit, mettez à vos têtes de maîtriser tout ça, hein. Ça, de maîtriser tout ça.
toutes ces questions qui concernent métagenèse, les PCR, les clonages, voilà, c'est des questions qui concernent le détail de la technique. Monsieur, je peux répondre. Allez-y, mademoiselle. Ne pas utiliser une forte quantité d'ADN Pourquoi? pour éviter la condensation. Très bien. Donc, il faut éviter d'utiliser une forte quantité d'ADN car elle va induire une inhibition d'amplification SMER. Il y aura une inhibition d'amplification. Vous savez que quand vous faites la séparation, quand vous faites la... D'abord, je vous pose une question très simple. Quel est l'intérêt de la PCR? Le but de la PCR? Monsieur, c'est amplifier des copies d'ADN. Très bien. Le but d'une PCR, c'est d'amplifier le gène d'intérêt en plusieurs copies. Généralement, c'est 30 cycles, donc on aura vraiment un grand nombre de copies de gènes d'intérêt. Voilà, ça sert à amplifier. Et c'était écrit là, mature protein was amplified by polymerase chain reaction PCR. Voilà, c'est ça le but. Alors, quelles sont les précautions à prendre pendant une PCR? Vous l'avez très bien détaillé en cours. Pas de forte quantité d'ADN. C'est-à-dire, au départ, quand vous mettez le mélange, vous lancez votre PCR, il ne faut pas mettre beaucoup de quantité d'ADN. Sinon, vous aurez une inhibition d'amplification. Une inhibition d'amplification. Ça va? Monsieur, Oui. pas trop de séquences GC. Pourquoi? Parce que c'est difficile la dénature تاعهم. Voilà. Donc, il ne faut pas utiliser des séquences qui sont riches en GC, guanine cytosine. C'est vrai, car c'est difficile à dénaturer le double brin. Rappelez-vous qu'au départ, vous avez l'ADN complémentaire, donc que vous devez dénaturer, c'est-à-dire séparer en monobras. Et donc, il faut de la chaleur, il faut de la température donc, qui est de l'ordre de 95 degrés Celsius pendant 1 minute, qui permet la séparation des deux brins d'ADN. Mais il faut éviter trop de séquences qui contiennent l'AGC. Sinon, il faut augmenter encore la température. Très bien. C'est une deuxième précaution. D'autres Monsieur, je précautions. peux intervenir. Allez-y. C'est éviter des températures de fusion radicalement différentes pour chaque amorce. Oui, c'est des températures étudiées, hein. Donc, le protocole, il est bien défini. Donc, il faut vraiment, il faut pas dépasser des températures, donc, comme vous venez de dire, donc, qui va casser correctement euh, la structure double bras ou monobras. Donc, il faut utiliser donc, des températures bien définies. Là, il y a des précautions concernant les amorces, hein. C'est bon, les deux précautions, ça concerne l'ADN d'intérêt, de départ. Et ensuite, vous savez qu'un PCR, vous avez lab, vous avez première étape dénaturation. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui est l'hybridation spécifique des amorces. On va ajouter des amorces. C'est quoi des amorces d'abord? Qu'est-ce que c'est les amorces? Les sondes. Ça sert à quoi? Quel est le rôle des amorces? S'il vous plaît, rapidement. Alors, les amorces, c'est... Monsieur, Oui, allez-y. une amorce doit se réduire au brin bleu qui, par convention, est orienté dans la direction 5', 3', bras sens, et Hmm. l'autre amorce doit compléter le brin moins qui est orienté dans la direction 3', 5', le Voilà, brin en essence. et ça sert à quoi? Quel est son rôle? Quel est le rôle? Monsieur, la transcription, C'est l'initiation l'initiation de la pas la transcription. Fais attention aux mots que vous utilisez. L'initiation de la polymérisation.
Monsieur, il y a d'accord. une hybridation de l'ADN matrice. Voilà, ça sert comme un ADN matrice pour que l'enzyme qu'on appelle polymérase vient s'accrocher sur cette sonde et commence la polymérisation, la synthèse de bras complémentaires. Ah, ça, c'est des trucs faciles, c'est du L2, ça. C'est quoi une amorce? Il faut savoir quel est le rôle d'une amorce. Voilà, donc, pour la précaution concernant les amorces, il faut avoir une complémentarité parfaite avec la cible. Vous voyez, là, il y a sur ce schéma-là, vous voyez une amorce jaune, une amorce rouge. Alors, il faut avoir une complémentarité des bases azotées, une complémentarité parfaite avec la cible pour qu'il y aura cette complémentarité, plutôt cette hybridation. Monsieur, Ensuite, allez-y. monsieur, on peut dire que les enzymes doivent être thermorésistantes à l'état polymérase. Euh, Pas obligatoirement, ça dépend de votre système que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez une bactérie, c'est-à-dire la cellule hôte qui est thermosensible, là, il faut choisir voilà, l'enzyme polymérase adéquate pour cette polymérisation, pour cette hybridation. Mais là, on est dans PCR conventionnel. Donc, PCR conventionnel. Mais c'est vrai, il faut tenir compte de ce paramètre-là. C'est-à-dire, il y a comment on les appelle, différentes ADN polymérases. Là, regardez, je vous ai donné un pourcentage en CG proche de 50%, hein. Ça ressemble à la précaution précédente concernant l'insert. Donc, c'est la même chose. Même pour l'amorce, il ne faut pas choisir des amorces qui sont très riches en guanine, cytosine. Enfin, enfin, il ne faut pas utiliser des amorces, des amorces qui provoquent une complémentarité intra- ou interamorce. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Pas de complémentarité intra- et interamorce. Oui, monsieur. Très bien. Donc, Pour les annonces, pour ne pas coupler. voilà. Il n'y a pas une complète fluctude. Voilà, pour qu'il n'y aura pas soit une complémentarité entre les deux amorces, c'est-à-dire quand vous lancez votre réaction PCR, s'il y a une complémentarité avec la sonde jaune et rouge, ça commence à s'hybrider entre elles, et là, le but, l'objectif de déprédation avec les monobras, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les amorces sont s'hybrident entre elles, ne sont plus disponibles, sont occupés. Donc là, il faut éviter ça. Mais aussi, voilà, ça c'est interamorce et aussi intra-amorce. C'est-à-dire même au sein de la séquence de l'amorce, il ne faut pas qu'il y aura une complémentarité, sinon il y aura un repliement de l'amorce sur elle-même. Ça va, c'est clair? Voilà, donc ça, c'est une première question. C'est un genre de question que vous aurez à voir en examen concernant les réactions PCR. Les réactions PCR, vous avez le schéma. C'est très simple à réviser ce module-là. C'est de la compréhension beaucoup plus, hein. C'est vrai, vous devez apprendre les termes scientifiques clés. هذوك تحفظوهم. Mais après, c'est de la compréhension. Moi, si je comprends les étapes de la PCR, c'est bon. Il y a 3 étapes: dénaturation, hybridation, utilisation des amorces. Je sais quel est le rôle des amorces. Élongation, donc, c'est la synthèse de nouveaux brins d'ADN par la polymérase, etc. Il y a des précautions à, à éviter, donc à prendre en compte. Là aussi, il y a une autre PCR qui s'appelle PCR en temps réel. Vous l'avez fait encore. Donc, c'est une variante. C'est une variante. Ça, c'est une PCR conventionnelle, taqlidiya. Alors qu'il y a une PCR en temps réel. Ça, ça ressemble beaucoup à cette PCR, mais il faut
se distinguer, hein. Vous pouvez avoir en examen des questions sur PCR en temps réel. Donc, faites attention. Alors, quelles sont les particularités des amorces F1 et F2? Monsieur, Oui, les amorces F1 et F2 sont complémentaires de l'extrémité 3' des brins sens et anti-sens de l'ADN cible. vous pouvez répéter, j'ai pas bien entendu. Les amorces F1 et F2 sont complémentaires de l'extrémité 3' des brins sens et anti-sens de l'ADN cible. Très bien, très très bien. Donc ça, c'est une particularité des amorces. Donc c'est une complémentarité du sens et de l'antisens de l'ADN d'intérêt. Oui. Monsieur, Allez-y. le F1 est une amorce qui introduit un site de restriction, le NDL et l'ATG. Sont supplémentaires pour l'initiation de la traduction. Et le F2, c'est une amorce en aval qui ajoute le site de restriction XHOI. Très bien. هنايا cet énoncé, dans l'exemple de l'interleukine 37B, les amorces utilisées là, comme vous venez de dire, c'est vrai, votre collègue tout à l'heure a donné la particularité générale des amorces. Donc c'est vrai, l'un vient de sens et l'autre de l'antisens pour initier l'hybridation, pour initier l'élongation. Mais dans cet exemple, la particularité la plus importante, comme vous venez de dire, mademoiselle, c'est très bien, c'est euh, l'ajout des enzymes de restriction. C'est l'insertion des enzymes, plutôt des sites de restriction, pardon, ce n'est pas les enzymes, les sites de restriction. Regardez, ce que j'ai mis là, en rouge, ça c'est une sonde. Et ensuite, là, vous voyez, c'est la séquence nucléotidique. Il faut savoir que parmi, à la fin, par exemple, c'est par exemple 5', 3', vous aurez quelques nucléotides qui vont coder pour un site de restriction. Pour un site de restriction. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur les amorces? Donc, pour synthétiser notre réponse, il s'agit d'amorces modificatrices. C'est des amorces modificatrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vont provoquer des modifications. Ou alors, ils produisent ces modifications pour permettre de rajouter aux extrémités de l'insert, c'est-à-dire de gènes d'intérêt, de rajouter quoi? De rajouter de nouveaux sites de restriction au cours de la PCR. Et si vous vous rappelez du schéma que je vous ai expliqué, comme métagenèse dirigée par PCR. Voilà, c'est ça le rôle de métagenèse dirigée. Au cours de la PCR, on a lancé la PCR. On a utilisé des sondes, mais fait les sondes. On a utilisé un peu comment dirais-je, je sais pas moi, une intelligence. C'est-à-dire, on a rajouté une séquence des nucléotides pour, pour rajouter quoi? Pour rajouter de nouveaux sites de restriction. Ma question, quel est le rôle des sites de restriction? C'est quoi ces sites de restriction? C'est quoi les sites de restriction et quel est leur objectif? Quel est leur rôle? Ah, mais qui sont là. Ce que vous voyez au noir, c'est l'insert. C'est le gène d'intérêt. Après métagenèse par PCR, on a rajouté des sites de restriction en rouge. Monsieur, il coupe l'ADN étrangère, dans les virus qui infectent les bactéries, c'est ça? Non? Restriction veut dire coupure, hein. C'est site de coupure. Site de Oui, restriction, voilà, il coupe l'ADN. voilà, en fait, c'est des sites de restriction, c'est-à-dire des sites de coupure qui, 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 qui sont là pour permettre après aux enzymes de restriction, hein, faites attention, il y a un site de restriction où il y a une enzyme de restriction. Le site de restriction, donc c'est celui-là, on va dire une enzyme de restriction qui va couper à ce niveau-là, pour permettre donc l'insertion du gène d'intérêt dans le vecteur. Vous allez voir tout à l'heure dans
dans une autre question. Voilà. Mais comment rajouter ces suites de restrictions? C'est grâce aux amorces. C'est des amorces qui permettent de modifier et de rajouter les extrémités à l'insert. Il y a une demande, je pense, de accepter. Alors, il nous reste 20 minutes. Essayez d'être un peu interactif pour qu'on avance. Hein. Alors, voilà. Quelles sont les particularités des amorces AF1 et AF2? AF2, c'est des amorces modificatrices. Veut dire quoi, modificatrice? Ça permet de rajouter des extrémités aux gènes d'intérêt. هاد les extrémités, ou bien c'est quoi? C'est des enzymes de restriction. Après, c'est quoi les sites de restriction? Plutôt, c'est des sites de restriction. C'est des sites qui permettent aux enzymes de restriction de couper l'ADN pour qu'il soit intégré dans le vecteur. Est-ce que vous avez compris ce point-là? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Alors, donc, il y a d'autres dans cette... regardez, hein, dans cette, comment dirais-je, dans cette application, dans cet exemple de l'interleukine 37B, le rôle des amorces, ils ont rajouté des sites de restriction. Mais de manière générale, je vous affiche de manière générale que les amorces modificatrices peuvent faire quoi? Peuvent introduire des mutations aux bornes d'un segment d'ADN, soit des sites de restriction, soit un site de clivage, soit un codon star, soit un codon stop, ou bien un tag. Un tag, ça veut dire étiquette. Voilà. Toutes ces modifications qu'on va appeler des mutations sont générées par les amorces modificatrices. Vous voyez les amorces? Finalement, les amorces, ça ne sert pas uniquement à introduire l'élongation. C'est de L de Hada, c'est général. Pour vous, il faut avoir de détails. Les amorces, on peut faire des amorces, modifier la séquence de notre gène d'intérêt. Et ces mutations, il y a des sites de restriction, un site de clivage, un codon star, un codon stop et des tags. Tout ça sont possibles grâce aux amorces modificatrices. Voilà, donc de manière générale, conclusion, le rôle des amorces, c'est d'introduire une mutation dans le produit issu de la PCR. C'est clair? Alors, on passe. Une autre question. À quelles étapes correspondent les conditions d'amplification réalisées 98 degrés Celsius pendant des secondes, 62 degrés Celsius pendant 15 secondes et 72 degrés Celsius pendant 1 minute, 60 secondes. Monsieur, Allez-y. La euh, première étape en 98 Celsius pendant 10 secondes, c'est la dénaturation des doubles brins d'ADN pour donner des simples brins. Très La bien. deuxième étape en 62 degrés Celsius pendant 15 secondes, c'est l'hybridation d'un couple d'oligonucléotides amorces qui délimite la région d'ADN à amplifier. La troisième étape en 72 degrés Celsius pendant 60 secondes, c'est l'élongation par une ADN polymérase thermorésistante à partir des extrémités 3'OH des amorces et ainsi la formation des brins complémentaires. Voilà, très bien. Donc, c'est ça les 3 étapes. Vous voyez, donc, c'est structuré. Donc là, on a appris les 3 étapes qui correspondent donc aux 3 étapes d'un cycle de PCR. Et là, il faut les apprendre à ces températures-là. Donc, vous êtes à l'ordre de 95, 98, donc aux alentours. Hein. Là, c'est pendant 10 secondes. 10 secondes, mais le temps varie. Hein. Vous pouvez avoir des secondes jusqu'à 1 minute. Jusqu'à 1 minute. En fait, ça dépend de la taille de gène.
Si le gène il est très court, donc un temps, un peu de temps, ça suffit pour sa dénaturation. Si le gène il est très long, là, on peut aller jusqu'à 1 minute. Donc, mais de manière générale, vous retenez la température de dénaturation. Elle doit être supérieure à la Tm de l'ADN, à la température de fusion de l'ADN. Ensuite, il y a l'hybridation spécifique des amorces. L'hybridation spécifique des amorces, c'est 62. C'est 62 pendant 15 secondes. Là aussi, elle dépend des amorces. Hein. Elle dépend des amorces. La richesse en CG, leur longueur, etc. Mais on est là, on est aux alentours de 60-55 degrés Celsius, de manière générale. Ensuite, vous avez l'élongation, c'est-à-dire la formation de nouveaux brins. Là, on a besoin d'une température donc, proche de la température de fusion, donc 72 pendant 1 minute. Donc, ce qui va permettre la synthèse d'un nouveau brin d'ADN par l'ADN polymérase. Voilà. Ensuite, on passe à une autre question. Donnez la différence entre un vecteur de clonage et d'expression. Monsieur, Allez-y, mademoiselle. Monsieur, la première différence, on a le vecteur de clonage qui est un petit fragment d'ADN qui peut être maintenu de manière stable dans une cellule hôte. Il est utilisé pour introduire des gènes dans les cellules, tout en obtenant de nombreuses copies de l'insert. Pour le vecteur d'expression, c'est un plasmide utilisé pour introduire un gène spécifique dans une cellule cible et les mécanismes de la cellule de commande pour produire le produit du gène correspondant. Voilà. Monsieur, monsieur, tu peux Oui, intervenir? allez-y. pour le Allez-y. vecteur, Le vecteur, pardon. moi? Allez-y. Pour le vecteur de clonage, ils sont utilisés pour obtenir de nombreuses copies de segments d'ADN insérés. Et pour le vecteur d'expression, ils sont utilisés pour obtenir le produit du gène du segment d'ADN inséré, soit une protéine, soit un ARN. Très bien. Monsieur, D'autres pour le remarques? vecteur de clonage, il peut être un plasmide ou bien un cosmide, des phages, des bactéries, mais les vecteurs d'expression, c'est un vecteur plasmidique. Pas forcément plasmidique. On peut avoir des phages. On peut avoir des phages comme vecteur Des d'expression. vecteurs d'expression. Oui, D'accord. très bien. Donc, c'est ça la différence. Un vecteur d'expression, donc je vais aller doucement. Donc, c'est un petit élément génétique, c'est une molécule d'ADN. On est tous d'accord. Comme vous venez de dire, mademoiselle, ça peut être un plasmide, un cosmide, un phage, etc. Le rôle, voilà, c'est ça la différence. Utilisé pour produire de multitudes de copies du gène d'intérêt. Et c'est une amplification du gène d'intérêt et pour maintenir et conserver le gène d'intérêt. C'est-à-dire, avec le gène d'intérêt, on va le cloner. C'est pour ça qu'on l'appelle vecteur de clonage. On va le cloner dans le vecteur et faire PCR. On va faire la PCR et à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura plusieurs vecteurs, c'est-à-dire plusieurs copies, multitudes de copies de gènes. C'est tout. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec les copies de gènes? On va les maintenir et les conserver. Et c'est ce qu'on appelle là les banques d'ADN, l'ADN d'intérêt. Voilà. Donc c'est ça, on va les conserver. On ne va pas continuer le processus de production. Alors que si on veut produire la protéine, là, on va utiliser un vecteur d'expression. Alors, c'est quoi un vecteur d'expression? D'abord, il est destiné à transférer, c'est ça les mots-clés, la transformation du gène dans la cellule hôte et le faire exprimer. Et le faire exprimer. Pour cela, vous allez voir quand vous avancez le cours et vous faites les vecteurs clonage, les différents vecteurs d'expression, vous allez voir avec détail les différences entre les deux facteurs, les deux vecteurs. Donc, le faire exprimer dans une cellule hôte qui n'est pas sa cellule d'origine. Ensuite, il permet de cloner un gène.
Mais voilà, avec une particularité, hein. Il contient aussi une séquence de régulation nécessaire à son expression, un promoteur. Pour mieux comprendre le vecteur d'expression, vous allez voir, on va ici dans cette application, l'interleukine 37, vous allez voir, on va détailler un vecteur d'expression. Vous allez voir l'effet, une séquence régulatrice qui est nécessaire à l'expression des promoteurs. Le voilà, donc directement, on rentre dans le vecteur. C'est ça le vecteur qu'on a utilisé dans cette application. Rappelez-vous, on vous met à chaque fois à droite l'énoncé. La production de l'interleukine 37 soluble chez Ocolé. Hein. Donc, la cellule hôte, c'est Escherichia coli. C'est un système prokaryote. Le vecteur d'expression, c'est celui-là. Il s'appelle POT44 et L37B. Sa taille, 6085 paires de bases. La taille de ce vecteur. Et vous voyez les différentes donc, composantes, différents éléments contenus dans ce vecteur. Et la question d'écrire le vecteur d'expression, c'est un vecteur d'expression qu'ils ont utilisé pour exprimer les L37B en précisant le rôle de chaque élément. Allez-y avec moi. On va commencer de là. T7 promoteur. Promoteur, voilà. T7 promoteur. C'est quoi? On va Monsieur, aller... c'est le promoteur de l'ARS T7. Ça, c'est un promoteur. Vous savez, vous avez fait en L3 la biologie moléculaire, génétique et biologie moléculaire. Vous connaissez le gène. Pour être exprimé, etc., il y a des séquences. Il y a un promoteur, il y a un répresseur, il y a un opérateur. Il y a beaucoup d'éléments qui sont, il y a le codon start, le codon stop, etc., qui vont avec le gène d'intérêt, avec la séquence d'intérêt. Effectivement, donc le T7 promoteur, en français, donc on l'appelle promoteur T7. C'est un promoteur osmo T7. Donc c'est un promoteur de l'ARN polymérase T7. Il est fort, il est inductible d'origine virale. Quand vous voyez T7, le promoteur T7, il est fort. Et il est inductible. C'est-à-dire, il ne démarre pas la traduction sans son induction. Il faut l'induire. Il faut le provoquer pour qu'il commence la transcription. C'est ça ce qu'on veut dire par inductible. Inductible, ça veut dire il est provoqué par quelque chose. On va voir. Voilà. C'est un promoteur d'origine virale. Hein. Il est d'origine virale, T7. Le virus, le phage T7. Ça va, c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Ensuite, lac opérateur. Je peux intervenir? Non, avant ça, voilà, j'ai mis ça. Le NDE1, il est exon A. C'est quoi ça? Les enzymes de restriction, monsieur. Fais Les sites. attention. Voilà, Les sites. c'est des sites de restriction. C'est les sites de restriction. Voilà, c'est des sites de restriction NDE1 et exon A. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a des enzymes dans la cellule qui vont venir pour couper ici, couper Naya et couper à ce niveau-là, donc pour libérer le gène. Non, écoutez, je me suis trompé. En fait, Naya, le gène, il est déjà cloné. Hein. Regardez, IL37B, il est déjà cloné. Donc, Hada, c'est le gène d'intérêt. Au départ, il n'était pas dans ce vecteur-là. Il n'existait pas dans le vecteur. Comment on l'a cloné, Naya? Qu'est-ce qu'on a fait? Au départ, imaginez qu'il n'y a pas ce noir-là. Il n'y a pas l'IL37B. Donc, exon 1 et NDE1, كانوا متلاصقين. Ensuite, il y a des enzymes de restriction demain. Ils vont venir, ils vont couper
ils vont couper هنايا et couper هنايا. Et la même chose, en même temps, en parallèle, le gène, il était une fois c'est-à-dire libre هنايا, il est tout seul. Et vous vous rappelez, on lui a fait par métagenèse dirigée une mutation pour rajouter des sites de restriction. Et pour cela, donc, on aura une complémentarité des extrémités collantes. Et ainsi on peut insérer le gène dans le vecteur. C'est le clonage. Il y a deux clés pour comprendre le clonage. لازم تفهموا les sites de restriction, les enzymes de restriction, ou تفهموا la ligation. Est-ce que j'arrive à vous faire comprendre comment cloner le gène? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, super. Ensuite, lac opérateur. Je peux répondre, monsieur. Allez-y. C'est un gène en amont de l'opérant lactose qui code pour le répresseur. C'est une molécule signal qui se lie à une protéine régulatrice induit une augmentation de l'expression d'un gène. Très bien, voilà. C'est un opérateur. Donc, c'est quoi un opérateur? C'est une zone de fixation de répresseur. Regardez, de répresseur LAC-I. هاوليك. C'est un répresseur. Hein. Donc, c'est un répresseur qui va, une fois la transcription, plutôt, voilà, la transcription a commencé, etc. À un moment donné, le LAC-I va produire des molécules donc, qui va se fixer sur l'opérateur pour arrêter la transcription. Le rôle de l'opérateur, donc c'est la zone de fixation d'un répresseur, de manière générale. Ensuite, EL37B. Je Rapidement, peux répondre, monsieur. allez-y. Gène d'intérêt. C'est Voilà, un c'est gène le d'intérêt ADNC pour la voilà, protéine cible. et l'EL37B. L'EL37B, très bien, c'est le gène d'intérêt. Ensuite, le 6-histidine. Les tags, monsieur. Voilà, L'étiquette. c'est l'étiquette. C'est l'étiquette. Comment on fait rajouter l'étiquette, le tag? Sachez, Incluse dans le vecteur dans lequel l'ADN codant la protéine d'intérêt est inséré. écoutez, sachant que le vecteur à l'état naturel ما فيش le 6-histidine, ما عندوش le 6-histidine. Là, on l'a rajouté par métagenèse. Je vous ai expliqué quand on a parlé des particularités des amorces. Les amorces, نقدروا نزيدوا les sites de restriction, comme on peut rajouter les étiquettes. Donc, le 6-histidine, زدناها en utilisant les amorces. Hein. Ensuite, F1 origine. F1 origine, donc c'est l'origine de réplication phagique utilisée pour le séquençage. Phagique, utilisé pour le séquençage. Voilà. Ensuite, ampicilline, rapidement. C'est un gène de résistance à l'ampicilline, monsieur. Voilà. Facteur de Gène de sélection. résistance. C'est un facteur de sélection. Très bien. C'est un gène de sélection qui confère la résistance à l'ampicilline. مقبلة في le schéma général قلت لكم on fait quoi? Voilà, la sélection des cellules hôtes transformées, le criblage. Et ben هنايا c'est une technique qu'on utilise pour le criblage. باش نعرفوا est-ce que la cellule a été bien transformée ou pas. Donc, on va la cribler, on va la sélectionner en utilisant donc le gène de sélection à l'ampicilline. Zido, oreille. C'est l'origine de réplication. Réplication Voilà. indépendante qui contrôle le nombre de copies. Voilà, c'est l'origine de réplication des prokaryotes. Et à la fin, le lac E. Le lac E code pour le répresseur lac E, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le répresseur, quand il est exprimé, il va se fixer sur l'opérateur et provoque l'arrêt de la transcription. Hein. Voilà, c'est le temps. Je dois m'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions
Sinon, la prochaine fois, c'est vrai, on n'a pas terminé ce TD. Hein. Il nous reste 2 diapos. Donc, on va finaliser la semaine prochaine. Hein. Voilà, il nous reste 2 questions. Celle-là et celle-là. Et je vais vous expliquer, hein, la semaine prochaine, je vais vous expliquer très bien l'histoire de cet opérant lactose. Je te fais mon lac et l'opérateur et l'IPTG. Hein. L'IPTG, qu'est-ce qu'il fait? Donc, tout ça, je vais vous expliquer la semaine prochaine. Donc, pour le moment c'est ça. Rappelez de ce que je vous ai mis là. Hein. C'est ça votre module. C'est ce schéma-là, mais ce n'est pas le schéma général. Thomas, vous êtes censé de comprendre tous les détails que je vous ai mis là. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions ou bien on les laisse pour la semaine prochaine? Voilà, je dois lancer, donc c'est le temps, je dois lancer l'autre TD avec l'autre groupe. Donc, je vous remercie pour votre... Monsieur, pour s'il vous votre plaît, pour la oui, participation, oui. تكتب لي نوضيو هنا ou non? Écoutez, tout à l'heure, j'ai mis le plein écran. J'ai mis le plein écran. J'ai mis le plein écran, donc je ne vois pas les noms, les noms des étudiants qui sont intervenus. Pour ce TD-là, je vais vous rajouter le 0,25 puisque je suis très content. Hein. Vous avez très bien participé. Là, plusieurs étudiants ont participé. Donc, je vais vous rajouter le 0,25. À partir de la semaine prochaine, je vais prendre les notes. Hein. D'accord, merci, monsieur. Dans les noms des étudiants. Merci beaucoup pour votre... À la semaine prochaine. Inch'Allah, merci.